Depuis quelques décennies, les auteurs de science-fiction s'en sont donnés à cœur joie à imaginer de quelle manière l'intelligence artificielle pourrait prendre le dessus sur l'humanité. Et depuis quelques années, nous voyons notre réalité se rapprocher de plus en plus de cette fiction, et depuis quelques jours, on commence sérieusement à se demander si cette fiction n'est pas en train de devenir une réalité. Un événement mondial qui ressemble à de la science-fiction. On va parler d'un outil qui a fait forcément beaucoup de bruit ces derniers jours, et pour cause, puisqu'on parle du coup de transformation de nombreux métiers. Là, pour moi, on est devant une des plus grosses révolutions que j'ai jamais vues. L'intelligence artificielle a déjà remplacé ou est sur le point de remplacer un grand nombre de métiers tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais s'il y a bien un domaine qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir être remplaçable par des machines, c'est bien les métiers de la relation. Les psychologues, les psychothérapeutes, les éducateurs spécialisés, les assistantes sociales, etc. Et si je vous disais qu'on se rapproche dangereusement de cette réalité ? Alors, si vous suivez un petit peu l'actualité, vous avez probablement entendu parler de cette intelligence artificielle qui s'appelle GPT-3 et sa déclinaison ChatGPT. Cette intelligence artificielle, en fait, a été développée par une entreprise qui s'appelle OpenAI, qui est une énorme entreprise qui a été créée par Elon Musk et Sam Altman. Et l'objectif de cette société, c'est de promouvoir et de développer une intelligence artificielle à visage humain qui bénéficie à toute l'humanité. Donc cette intelligence artificielle en particulier dont je suis en train de vous parler est une intelligence artificielle qui a été créée pour arriver à comprendre le langage humain et à venir interagir avec ces derniers. Et cette entreprise crée un premier outil qui s'appelle GPT-3 auquel vous pouvez venir poser une question et qui va vous répondre selon une grande base de données d'informations qu'il a accumulées. Et ce qu'il est capable de faire est proprement hallucinant. Vous allez par exemple pouvoir lui demander de vous écrire un article selon certaines normes à propos de tel ou tel sujet. Vous allez pouvoir lui demander de vous écrire une vidéo YouTube. Vous allez pouvoir lui demander d'écrire une rédaction, une dissertation sur un sujet, de vous écrire un exposé. Et non seulement il va vous le faire, mais en plus il va le faire d'une manière à chaque fois unique et sans aucun plagiat. Et vous pouvez lui demander de faire toutes les modifications que vous voulez sur un paragraphe par exemple. Vous pouvez même lui demander de vous l'écrire avec un certain style. Par exemple, lui demander de l'écrire à la manière d'un collégien, d'un lycéen, ou même à la manière de Victor Hugo. Et comme si ça ne suffisait pas, dernièrement, cette entreprise propose une version de GPT-3 qui s'appelle ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui est capable d'entretenir une conversation. C'est une interface d'interaction qui est littéralement bluffante et qui a créé un raz-de-marée dans plein de communautés. Si vous ne l'avez pas déjà essayé, vous pouvez le faire via votre navigateur internet ou via une application sur votre téléphone. Ce qui est proprement hallucinant, qui est du jamais vu à ma connaissance en tout cas, c'est que vous pouvez discuter avec cette intelligence artificielle pendant des heures et qu'elle va garder un historique de la conversation dans lequel justement elle apprend à interagir avec vous et elle garde en mémoire toutes les conversations que vous avez pu avoir avec elle précédemment. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez une intelligence artificielle lambda, vous lui posez une question, elle vous répond, mais lorsque vous lui posez la question suivante, elle redémarre de zéro, elle ne garde pas en tête ce que vous avez pu lui dire avant. Là, vous allez pouvoir lui poser une question. Je vous donne n'importe quel exemple. Vous pouvez lui demander, tiens, dans mon frigo aujourd'hui, j'ai une courgette, une aubergine, 3 carottes, un morceau de viande, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et là, vous allez voir l'intelligence artificielle commencer à vous faire un menu, à vous faire des suggestions, et ensuite, éventuellement, vous allez pouvoir lui dire, qu'est-ce que je dois faire comme course pour pouvoir éventuellement agrémenter ce menu. Donc là, l'intelligence artificielle se souvient de ce que vous lui avez demandé précédemment, et elle vous propose des adaptations. Alors aujourd'hui, la limite de cette intelligence artificielle, c'est qu'elle n'est pas connectée à Internet, donc elle ne peut pas répondre à des sujets, à des questions d'actualité. En fait, ce que les développeurs ont fait, c'est qu'ils lui ont fait engranger une somme astronomique de connaissances. Pour vous donner un ordre d'idée, cette IA est venue engranger l'intégralité de Wikipédia au niveau mondial, et ça ne correspond qu'à 0,6% de tout ce qu'elle a pu engranger. Aujourd'hui, on voit notamment fleurir de nouveaux types de thérapies, comme par exemple la texte-thérapie, dans laquelle, vous savez, vous pouvez avoir accès en permanence à un thérapeute qui va vous répondre
par message pour que vous puissiez avoir cet accès presque instantané. Et aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel on a cette habitude à disposer de tout presque instantanément, sans aucune frustration et de manière immédiate. Qu'est-ce qui va se passer quand on va mettre ces intelligences artificielles au service de la thérapie, qu'on va proposer aux gens par exemple de faire de la texte-thérapie avec un robot, avec une intelligence artificielle thérapeute qui va pouvoir leur répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour 19,99 € par mois. Qu'est-ce qui va se passer quand cette intelligence artificielle sera tellement pointue qu'on va pouvoir lui demander d'avoir tel ou tel type de personnalité, c'est-à-dire qu'on va choisir d'avoir un thérapeute virtuel qui soit à tel niveau de passivité ou de directivité dans les entretiens, quand on va pouvoir choisir quel style de thérapie est-ce qu'on veut un thérapeute qui soit plutôt humaniste, existentialiste, un thérapeute systémicien, un psychanalyste, etc. Qu'on va pouvoir changer, essayer plusieurs styles de psychothérapie, et que cette intelligence artificielle va être capable d'engranger une expérience qu'un humain ne pourrait pas engranger même en 1000 vies. C'est-à-dire que c'est cette même intelligence qui va apprendre de tous les clients, de tous les patients qu'elle va avoir en permanence. Peut-être que ça vous paraît dingue à vous aussi à ce niveau-là, mais je vous assure qu'on n'est vraiment pas loin d'en être là. En tout cas à un niveau technologique. Au niveau des mœurs, ce n'est pas encore la norme, heureusement. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on va commencer, et c'est peut-être déjà le cas, à faire davantage confiance aux machines qu'aux êtres humains pour prendre les décisions importantes de notre vie. C'est notamment quelque chose qui est développé dans un excellent livre de Harari dont je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo, qui s'appelle 21 leçons pour le 21e siècle, et dans lequel il explique qu'on est déjà aux prémices de ce que je suis en train de décrire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on voit ça dans le monde de la médecine, on va déjà avoir tendance à faire davantage confiance à un robot pour réaliser certaines interventions chirurgicales plutôt qu'à un humain. Et quand il va s'agir en tant que personne de venir mettre sa vie entre les mains d'un robot chirurgien qui a 99% de réussite à ses opérations ou du meilleur chirurgien de la ville qui a 90%, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qui va se passer quand on va notamment brancher cette intelligence artificielle à un autre type qui va permettre d'avoir, même virtuellement en face de nous, quelqu'un qui a des expressions faciales? Regardez un peu les progrès qu'on fait au niveau des films d'animation, au niveau du jeu vidéo, etc. On voit vraiment en face de nous des personnes, des êtres humains qui sont fabriqués de toutes pièces et qui ont des émotions qui nous font vraiment penser à des émotions humaines et qui nous font ressentir à nous aussi des émotions. Imaginez qu'on pourrait avoir en face de nous un thérapeute en visio qui est une intelligence artificielle mais qui a tous les traits d'un être humain, qui en plus est extrêmement pointu, très précis, qui s'adapte à nous en permanence, qui ne perd jamais le fil des conversations, et si on extrapole même encore un peu, qui peut venir détecter quand est-ce que nous-mêmes on ressent des émotions, avec des choses qui sont aussi insignifiantes que le dilatement de la pupille, etc. Ce que nous, on ne peut pas ou presque pas détecter, eh bien une intelligence artificielle qui verrait tout à travers l'œil de la webcam, éventuellement qui est branchée à notre montre connectée qui lui envoie des informations vis-à-vis de notre rythme cardiaque, de notre température corporelle, de notre tension artérielle, etc. Est-ce qu'elle ne serait pas capable de davantage donner ce sentiment d'être compris qui est si important dans la thérapie? En ce qui me concerne, je considère que ce qui fait vraiment l'essence de la thérapie, c'est la relation qui va se nouer entre le thérapeute et son client. Et ce qui fait la qualité, ce qui fait la beauté de la relation entre deux êtres humains, et notamment tout ce qu'elle a de bancal, d'imparfait, de paradoxal, d'irrationnel et de poétique. Et dans la course effrénée à la performance et à la productivité, je pense malheureusement qu'on aura toujours plus besoin de thérapie, de nous tourner en nous-mêmes vers ce qu'on a de plus essentiel et ce qui nous caractérise encore, notre capacité à aimer et notre besoin de l'éprouver. Alors, est-ce qu'une machine, aussi perfectionnée soit-elle, sera un jour capable d'aimer, de ressentir, d'être présente dans la relation, d'être imparfaite, en gros, d'être humaine? Je ne sais pas si vous connaissez la série Westworld, qui parle notamment de ce sujet-là. C'est une série que j'ai trouvée passionnante, en tout cas la première saison. Ça s'intéresse notamment à des questions philosophiques, et à partir de quand est-ce qu'on peut considérer qu'une intelligence artificielle a une âme, ou qu'une intelligence artificielle a des émotions, ça pose des questions éthiques très importantes. Après, sans forcément parler de remplacer les thérapeutes, est-ce que ces intelligences artificielles, dans un futur plus ou moins proche, pourraient être des assistants à ces mêmes thérapeutes? C'est-à-dire que, par exemple, elles vont pouvoir faire des interprétations, faire des suggestions aux thérapeutes, elles vont pouvoir éventuellement donner des pistes de réflexion, parce qu'elles seraient en train d'analyser tout ce qui se passe dans la séance, toute la conversation, soit avec une caméra dans une séance physique,
physique, soit brancher par exemple à un logiciel de visioconférence comme Zoom, comme Teams ou n'importe quoi d'autre, avec lequel on peut faire des thérapies à distance. Est-ce que cette même intelligence artificielle pourrait servir uniquement aux thérapeutes, non pas pour faire des commentaires sur le client, mais pour faire des retours un petit peu comme un superviseur au thérapeute. Vous savez, comme ça peut se faire notamment en thérapie systémique, dans lequel il y a parfois l'utilisation d'une vitre sans teint, dans lequel il y a cette notion d'équipe réfléchissante, avec des gens qui sont derrière la vitre, qui observent la séance et qui peuvent faire des retours au thérapeute. Donc c'est-à-dire qu'en permanence, on pourrait être supervisé vis-à-vis de notre travail. Et ça pose évidemment des centaines, voire des milliers de questions éthiques, de questions philosophiques. Et d'ailleurs, s'il y a bien un domaine que Harari, dans son ouvrage, estime être un domaine d'avenir, c'est vraiment celui de la philosophie. Parce que lorsqu'il s'agit de questions éthiques, on peut être sûr que les machines respecteront davantage ces questions-là que les êtres humains. Vous savez par exemple le dilemme du tramway, dans lequel il y a un tramway qui se dirige vers un bus scolaire ou vers un groupe d'enfants, et vous êtes là, au carrefour, avec un levier dans vos mains, et si vous l'activez, vous pouvez dévier ce tramway pour aller droit vers une personne âgée qui est en train de traverser. Si vous ne faites rien, les enfants vont être renversés. Si vous activez le levier, la personne âgée va être renversée. Ce fameux dilemme du tramway n'a peut-être jamais été autant d'actualité quand il s'agit de créer des voitures, comme Tesla peut le proposer notamment, qui vont conduire toutes seules. Qu'est-ce qui va se passer quand cette intelligence artificielle à l'intérieur de la voiture va se retrouver dans une situation similaire, quand il y a par exemple sur l'autoroute un accident juste devant, et que soit la voiture va devoir dévier et donc du coup sacrifier une personne qui est au bord de la route ou des enfants, soit elle va aller tout droit et elle va sacrifier les occupants de la voiture. Comment est-ce que les automobilistes qui achètent ces voitures vont vouloir qu'elles soient programmées ? Est-ce que ce que l'on est capable de choisir à un niveau sociétal, qu'on est capable de se dire à un niveau éthique, va s'appliquer quand il va s'agir de notre propre vie ? En tant qu'être humain, on est capable d'être infiniment paradoxal et de faire un choix à un niveau éthique, mais lorsqu'on va être en situation de faire un autre. Par contre, la machine, vous pouvez être certain qu'elle va respecter le choix éthique pour lequel elle a été programmée. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez bien soin de vous.